Très heureux de vous retrouver pour le grand journal des maires, ici, porte de Versailles, au Salon des maires, au traditionnel Salon des maires. Eh bien, je vais accueillir sur mon plateau des élus, évidemment, Carl Olivre, le député des Yvelines, ancien maire de Poissy, Gilles Leproust, on parlera avec lui de sa belle ville d'Allonne, président de l'association Ville et Banlieue. Et puis, on accueillera Éric Jean Varecher, qui est de Amazon AWS. Voilà le sommaire, on découvre mes invités. Et pour le grand journal des maires, un invité, Gilles Leproust. Bonjour Gilles. Bonjour. Comment allez-vous? Bah, ça va très bien. Alors on est au 3e jour, c'est un peu un marathon, mais le marathon on le finit que lorsqu'on franchit la ligne d'arrivée. C'est ça, et vous dites ça parce que vous aimez courir. Oui, je suis modestement un coureur à pied. Oui, j'ai fait samedi dernier un 10 km à Allonne, dans ma belle ville d'Allonne. Et justement, parlons d'Allonne, vous en êtes le maire. On parlera de cette ville, du travail que vous faites sur cette ville. Je dirais à trois quarts, faites deux tours. Et puis avec un petit centre-ville, c'est très traditionnel finalement de ces villes de banlieue, avec une petite église et puis une cité qui s'est construite aux abords. Et vous êtes le président de l'association Ville et Banlieue. Et vous êtes le vice-président de l'AMF, donc très engagé sur cette question des villes. D'abord, un petit mot, c'est quoi être un maire de banlieue? Ça se définit, un maire de banlieue? Quand vous croisez des collègues d'ailleurs, il y a des banlieues dans toutes les grandes villes, ou les abords. Vous reconnaissez, vous comprenez? Oui, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y a l'association des maires de villes et banlieues de France, parce qu'on a des préoccupations communes. Alors après, je pense que tous les maires, les 35 000 maires de ce beau pays, sont tous des femmes et des hommes engagés au plus près des habitants. Il y a une forme de passion, il y a la volonté d'être utile à l'autre. Donc c'est ce qui nous fédère. Après, effectivement, dans nos villes populaires, on a des problématiques que n'ont pas forcément d'autres collectivités. Il y a la diversité, il y a souvent des poches de pauvreté. Il y a un habitat, vous le signalez, qui était quand même un peu, qui était construit au milieu de nulle part dans les années 60, qu'il faut redessiner, reconstruire. Pour Donc, accueillir les rapatriés, c'était des enjeux quand même. Oui, mais pas uniquement les rapatriés. En Sarthe, par exemple, on avait l'usine Renault, 12 000 salariés. C'est aussi pour loger les gars de chez Renault, parce que c'est essentiellement des Les salariés. gars de chez Renault, c'est vrai. Et qui avaient des petites fermes ou qui travaillaient dans des fermes. Donc, vous voyez, donc c'était aussi, nous, on a beaucoup accueilli des femmes et des hommes, et des hommes en particulier, et leurs familles qui venaient du milieu rural. Et qui, à l'époque, d'ailleurs, était une amélioration du cadre de vie pour tous les ouvriers et tous ceux qui habitaient dans des fermes. Ils accédaient à la salle de bain, à un habitat qui était salubre. Vous avez complètement raison. Je me souviens d'une rencontre avec Julien de Normandie, qui était ministre de la Ville, qui, à un moment donné, avait parlé d'erreur dans une réunion dans laquelle je participais. Je lui ai dit non. Monsieur le ministre, c'est pas une erreur, c'est que moi je suis une famille de 4 enfants, mes parents habitaient dans un meublé. Quand on est arrivé au 4e étage sans ascenseur, mais avec le chauffage, les toilettes, la salle de bain, etc. C'était l'isolation. Et l'isolation, c'était le château, quoi, sans exagération, voilà. Vous avez une réflexion sur votre ville, et je dirais même sur l'association que vous présidez, qui est de dire, partant de ce constat, on va essayer de réduire la hauteur des tours, on va essayer de repenser la ville. Comment on repense une ville qui a été construite en hauteur et dont, je dirais, le centre-bourg est minuscule comparé au volume des tours qui les insèrent? Comment on repense la ville? Alors, effectivement, vous avez bien résumé. Allonne, c'est un village dans les années 50 de 1200 habitants. Et entre le village, qui est aussi aujourd'hui la vieille ville, et la rivière qui nous sépare du Mans, 2500 logements construits. Bon, voilà, donc on voit bien l'impact que ça représentait. Alors, comment on reconstruit? D'où nous reconstruire avec les habitants et les acteurs de la ville. Parce que les vrais experts d'une ville, les élus, les techniciens, on fait notre boulot, mais c'est les habitants eux-mêmes. Et donc, nous le reconstruit étroitement avec eux, et avec une obsession, c'est qu'en même temps, on ne veut pas aller grappiller sur les terres agricoles, parce qu'à Allonne, on a encore beaucoup de terres agricoles. C'est vrai. Et donc, on veut reconstruire sur la ville, dans les friches, d'une manière différente. Bien sûr, on n'aura pas forcément des bâtiments de 9-10 étages, mais quand même, on est très attentif à ne pas dénaturer, j'ai compris, et pas faire qu'on n'ait plus de terres agricoles dans nos territoires. Je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes un maire communiste. Oui. Ça dit quelque chose aussi du rapport au sport, du rapport à la culture. Il y a un gros travail de fait sur la musique classique. Vous êtes très engagé sur le sport. Vous avez une épreuve de cross-country qui fait partie d'une des plus belles épreuves de cross en France. Et puis, il y a un engagement JO 2024. C'est quoi? C'est dans l'ADN des élus, ça, des banlieues, et en particulier quand on est communiste? Ouais, bon, peut-être. En plus, moi, je suis un passionné de sport, donc comme ça, et de culture. Mais plus généralement, effectivement, je pense que les villes populaires, on a un enjeu.
souvent nos villes, surtout les habitants, sont un peu montrés du doigt. Ils iraient pour Boulaou, ils seraient RSA, ils seraient ici, ça. Non, nos villes, il y a beaucoup de richesse, d'intelligence. Et la volonté, c'est de leur rendre de la fierté dans leur ville. Et que nous pensons que à la fois la culture et le sport, c'est des éléments qu'il faut ouvrir pour faire du beau dans nos villes. Vous faisiez référence à la musique classique, ça peut paraître atypique. Nous, on a un parrainage avec Zaya Zoni, la grande chef d'orchestre d'Orchestre Divertimento, depuis une dizaine d'années. Toutes nos écoles élémentaires ont une classe orchestre sur 2 ans. On met à disposition des instruments et je peux vous dire, elle vient d'ailleurs le 1er décembre à Londres faire un concert avec son orchestre. Eh bien, il y aura dans la salle un public qu'on n'a pas l'habitude de voir pour les spectacles de musique classique. Ça sera les gens de la ville qui seront là, qui découvriront. Alors, ils aimeront pas, mais on veut ouvrir toutes les portes. Et c'est un vrai problème dans nos villes populaires. Il ne faut surtout pas fermer, il faut ouvrir. Deux questions, les questions d'identité, les questions d'emploi. Commençons sur les questions d'identité. La question qui est posée à certains maires, et vous en faites partie, de villes de banlieue, c'est de comment vivre ensemble dans les règles de la laïcité. Comment on fait concrètement lorsque vous avez des pressions venues de certaines mosquées, de certains mouvements? Comment vous faites pour garantir le vivre ensemble? Alors, je crois qu'on peut s'appuyer sur 2 points. D'une, le service public, qui est le garant de la laïcité et qui est ouvert à toutes et tous pour l'accès aux droits. Donc nous sommes une ville, mais toutes les villes de l'association sont très engagées sur le service public. Le deuxième pilier, c'est la vie associative. Elle est d'une richesse extraordinaire. Et sur Allonne, on préfère au vivre ensemble le faire ensemble. C'est-à-dire que le faire ensemble, ça oblige, parce qu'on peut vivre ensemble sans jamais se rencontrer. C'est vrai. Mais le faire ensemble oblige sur un objet qu'on a décidé en commun, au-delà de nos différences, de travailler pour cet objet. Et c'est comme ça qu'on produit des choses et qu'on surmonte, je dirais, parfois certaines, mais quelles qu'elles soient, replis sur soi. Replis et identitaires, à Oui, bien certains sûr, égards, des replis je veux identitaires. dire que rien n'est gagné définitivement et c'est toujours un combat, il faut être attentif. Mais globalement, sur la ville d'Allonne, je crois qu'on a réussi à relever ce défi. L'emploi, parce que l'Arnure, enfin les usines Renault, pour être un peu concret, on appelait ça l'Arnure, 12 000 salariés, on voit évidemment que tout ça a basculé, il reste quasiment plus rien. Comment on réindustrialise? Comment on redonne de l'emploi? Comment on recrée tout ça? Alors vous allez me dire, moi le maire d'Allonne, je fais ce que je peux, mais c'est une question fondamentale qui est posée à vos habitants. Vous avez raison, ce qui plombe le plus, si je peux prendre cette expression un peu populaire, nos villes, c'est quand même la question de la précarité. Évidemment. Et du chômage. Alors Renault, c'est plus l'Arnure, c'est pas zéro aujourd'hui. Il y a comme il y a 600. Non, un peu plus. À peu près 2000 salariés 2000. dans ACI. J'ai été Renault. sévère. Bien, mais effectivement, ça n'a plus rien à voir. Alors certains nombre d'ailleurs de sites de production qui étaient dans l'usine Renault ont été vendus. Et par exemple, il y a le site des transmissions qui a été construit sur Allonne avec environ 1000 salariés entre les CDI et les CDD. Donc, vous voyez, donc effectivement, on travaille avec Le Mans Métropole, on travaille avec l'agent de développement du Mans, qui font un excellent travail pour essayer effectivement d'attirer, d'amener des entreprises. Vous avez de la place, excusez-moi, il y a beaucoup de maires qui se plaignent de ne pas avoir de foncier. Vous avez du foncier. Ça, c'est un enjeu fort pour un maire. Tout à fait. Mais alors, alors par exemple, ces 10 dernières années, on a réintroduit avec ces différents partenariats 1200 emplois sur la ville. Et donc, alors, c'est pas forcément des créations d'emplois, il y a eu des délocalisations même de Le Mans Métropole, mais ça permet quand il y a des départs d'offrir et de possibilités au travail, des job dating, excusez-moi ce mot un peu anglais, avec les entreprises pour ouvrir aux Allonnais pour permettre justement qu'ils puissent trouver un endroit pour on fait matcher l'offre et la demande. Voilà. Les questions numériques, parce que ça c'est un sujet important, vous parliez de culture, parliez de sport, il y a un engagement 2024, la ville est engagée pour le sport et ça c'est important. L'enjeu numérique, on est ici sur le stand d'Amazon, comment ça se réfléchit, comment ça se conceptualise? On est tous des homo numericus, tous, et les habitants de banlieue aussi. Alors, permettra un vous parliez du sport et notamment, c'est vrai que nous sommes très engagés avec le Conseil national des solutions, donc une quarantaine de villes, 10 fédérations sur des olympiades sportives. On a la volonté que les Allonnaises, mais l'ensemble des habitants des quartiers populaires puissent participer comme spectateurs aux Jeux Olympiques. Et donc d'ici là, on va démultiplier les actions avec les fédérations, avec les clubs locaux qui font un travail remarquable. Sur le numérique, il y a une fracture du numérique en milieu rural, en milieu urbain. Parce que c'est pas parce qu'on a un smartphone qu'on se maîtrise quand il y a une démarche administrative à faire. Et aujourd'hui, on voit bien qu'avec la suppression de nombreux emplois dans les services de l'État, dans les différents opérateurs,
on renvoie tout le monde sur le numérique et on les renvoie souvent au mur. Donc nous, on a mis en place, d'ailleurs dans le cadre d'un dispositif national, un tiers-lieu numérique qu'on appelle le Cube, et qui est un lieu avec des salariés qui accompagnent les habitants pour justement permettre le CV, la réponse à tel document par rapport à la CAF, à la demande de logement, par rapport... Enfin, le passeport, la carte nationale d'identité, parce que de toute façon, rien ne se fait. Il faut tout préinscrire en numérique. Donc on renvoie vraiment les gens dans des difficultés grandes. Et donc on a mis en place, et ça fonctionne remarquablement bien. Donc on est assez fiers de ce dispositif. Alors, la seule limite, c'est qu'on avait un financement de l'État pendant 3 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus de financement. Donc c'est la ville qui, une nouvelle fois, va porter seule ce dispositif. Pour le dire simplement, c'est la ville qui va salarier et financer les collaborateurs du Cube. Ce qui est déjà le cas depuis 3 ans. Nous avions des financements liés au numérique et qui n'existe plus aujourd'hui. Mais bon, nous allons continuer à faire face parce que c'est une exigence aujourd'hui par rapport à notre population. Vous êtes fier de l'évolution de votre ville et j'allais dire de l'action que vous menez parce que on ne voit pas toujours les effets quand on est un citoyen de l'extérieur et il se fait plein de choses et tout ça est très lent. Tout ça, c'est compliqué d'être maire aussi parce qu'on ne voit pas tout de suite les effets de ce que l'on fait. Alors ça, c'est clair que le temps des dossiers n'est pas le temps des habitants et pas toujours d'ailleurs le temps des élus. On s'impatiente beaucoup. Oui, je suis assez fier de ce qu'on fait collectivement parce que le maire, c'est le chef d'orchestre d'une équipe à la fois d'élus, mais y compris des services municipaux et y compris qui travaillent avec des partenaires. On est des villes de banlieue où on a été construit en bloc dans les années 60. Donc on est dans une reconstruction, des démolitions, reconstruction, réhabilitation. On construit des établissements publics accueillant les habitants. On a fait une maison des arts, on a un théâtre en résidence. Vous voyez, oui, il y a une fierté parce que je pense qu'on répond, malgré le contexte compliqué, à beaucoup d'attentes des habitants de notre ville. Alors, il y a encore plein de choses à faire, hein, soyons lucides. Hein, et puis, parfois, on fait des bêtises. Mais on en fait d'autant moins qu'on travaille beaucoup avec les habitants. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, et je pense que c'est le débat que vous avez avec vos collègues des banlieues, des villes de banlieue, c'est ces villes, elles existent, elles ont besoin d'exister. Elles sont souvent brocardées, pour ne pas dire méprisées dans les médias. C'est parfois très difficile à vivre pour vous. Vous le ressentez comme ça? Oui, bien sûr. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de redonner de la fierté aux habitants. Ouais. Parce que le regard, ce qui est renvoyé sur eux, parfois, ouais, est comme lourd. Voyez. Donc, moi, c'est vraiment stigmatisant. Je vous avais utilisé le terme que je partage complètement. Donc, nous, vraiment notre volonté, les maires de ces villes populaires, elles sont de banlieue, mais sont avant tout populaires, c'est de redonner de la confiance et avec des actes concrets du quotidien, voyez, parce que dans le même temps, dans nos villes, on le voit bien élection après élection, l'abstention grandit, donc il y a une crise de la politique, il y a une crise du rapport à la chose publique et politique. Et donc là, on a un enjeu pour faire république, et les communes et nos villes populaires en particulier sont un élément déterminant. Je vous pose la question à vous, mais je l'ai posée à tous les élus qui sont venus sur ce plateau. Donc, si vous n'aviez pas été maire, vous auriez fait quoi? Bon, déjà, avant d'être maire... Vous avez une vie de fonctionnaire auparavant? J'étais fonctionnaire territorial dans l'office HLM. Pour moi, maire, c'est pas un métier, c'est un engagement aux côtés de la population, alors qui se complexifie de plus en plus. Parfois, on peut se sentir seul. C'est pour ça qu'on a besoin d'être dans des associations comme Ville et Banlieue. Mais je prends beaucoup de plaisir. Et puis quand je serai plus maire, je continuerai à donner du temps pour l'intérêt général. Parce que je crois que ce qui caractérise les élus et les maires, c'est créer les conditions de la réponse à l'intérêt général. C'est quand même tout de même une belle fonction parce que c'est évidemment vous êtes à portée de claque des habitants, mais vous êtes quand même au plus près de leurs besoins et capable de répondre dans des délais qui sont beaucoup plus rapides que ceux d'un député, d'un ministre et j'allais presque dire d'un président de la République. Ça, c'est raconter ça, oui. Moi, je prends du plaisir dans mon mandat. Alors, parfois, on se fait engueuler. Alors, des fois, c'est légitime parce qu'on ne fait pas tout bien. Il faut quand même être honnête. Mais surtout, je rencontre beaucoup plus de gens qui nous remercient, qui me remercient de telle ou telle action. Vous voyez, on sort, vous faisiez référence, on avait le Cross International d'Allen le week-end dernier. Ouais. J'ai vu des gens qui étaient excessivement heureux avec leur enfant, dans la diversité des familles, des voisins. Eh bien, je suis sorti de ce week-end avec la banane et je suis arrivé au Congrès des maires avec cet enthousiasme. Allez donc courir sur les bords de la Sarthe, au pied d'Allonnes. C'est un très joli parcours au bord de l'eau. Bon, faut le faire peut-être pas en hiver, plutôt au printemps. Hein, on le fait toute saison. Vous courez en hiver aussi, monsieur le maire? Toute l'année. Eh bien oui, c'est important. Quand on est un vrai sportif, on court l'hiver. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau du Grand Journal des maires. Gilles Leproust, maire communiste d'Allonnes, président de Ville et Banlieue, l'association Ville et Banlieue, et vice-président de l'association des maires de France. Combien d'habitants d'ailleurs à Allonnes, on ne l'a pas dit? 11 200.
11 200, je rappelle qu'il y avait 1900 habitants avant qu'arrive Oui, 1200 même. 1200 habitants. C'était un village. C'était un village. Ouais. Merci Gilles Leproust, c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. Merci Merci à à vous, vous. évidemment, pour ce grand journal des maires en immersion ici, porte de Versailles, au Salon des maires, bien entendu. À très très bientôt. Avec moi, Carl Olive. Bonjour Carl. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation du grand journal des maires. Vous avez été très longtemps le maire de Poissy, on va en parler. Vous n'êtes pas dépaysé ici au Salon des maires et vous êtes député des Yvelines de la 12e circonscription. Et puis avec vous, je crois que vous vous connaissez parce que vous êtes lié par la passion du sport. Éric Jean Varéchard, bonjour Éric. Bonjour. Directeur secteur public France et Benelux AWS. On est sur le stand Amazon, version cloud. D'abord, autorisez-moi à me tourner vers, j'ai presque envie de dire, vers monsieur le maire. Vous ne l'êtes plus. Ça vous fait un petit pincement là de venir au Salon des maires, de retrouver vos collègues, vous qui avez été un passionné de cette fonction élective? C'est comme on dit en Bretagne, un breton un jour, breton toujours. Maire un jour, maire toujours. Donc évidemment, il y a toujours voilà, du sang de la ville de Poissy qui coule dans mes veines. Et là, je retrouve des amis que j'ai quittés il y a quelques mois, mais finalement que je n'ai jamais quittés. Éric Jean Varéchard, quelques mots d'abord sur vos fonctions et sur la mission que vous occupez. Quel est votre rôle exactement? Parce que on voit bien l'importance pour les élus locaux, pour les mairies, et on le voit chaque jour sur ce plateau, de se numériser, de se transformer. C'est ça aussi l'enjeu, c'est de les accompagner sur ce chemin-là? Absolument. AWS, c'est la plateforme cloud la plus utilisée, la plus adoptée dans le monde. Ça fait 15 ans, un peu plus de 15 ans qu'on existe maintenant. Et nous avons des millions de clients dans le monde qui sont à la fois des startups, des entreprises internationales et de plus en plus d'acteurs publics et de collectivités. Et donc, nous les accompagnons au quotidien dans leur transformation numérique. Concrètement, comment vous les accompagnez? Très concrètement. Alors, très concrètement, déjà, nous avons des équipes dédiées, des architectes, des consultants qui accompagnent ces clients pour répondre à leurs problématiques et à leurs enjeux. On a également un réseau de partenaires, plus de 200 partenaires en France, 120 ont leur siège social d'ailleurs sur le territoire, des partenaires qui intègrent nos technologies ou alors des partenaires qui utilisent nos technologies pour bâtir, pour construire leurs solutions à destination notamment des collectivités locales. Carl Olive, vous avez connu, vous, cette évolution technologique des maires? Je me souviens, moi, quand j'étais gamin, il y avait encore les cahiers, on écrivait à la main, on rangeait les fiches dans des armoires. En fait, le cloud, c'est ça, on range dans des armoires numériques des dossiers qui auparavant étaient rangés dans des armoires en fer. Je simplifie, mais vous avez connu cette transition. Comment ça s'est passé? D'abord, c'est très intéressant cette question parce que moi qui ai été élu en 2014, l'une des premières initiatives, ça a été de dématérialiser ne serait-ce que les convocations au conseil municipal. Et c'est ce que vous dites, cher monsieur, au conseil municipal. À l'époque, c'était une vingtaine, une trentaine de pages différentes avec l'ensemble des procès-verbaux et des délibérations. Et ce n'est pas rien dans le changement de culture de l'ensemble des collègues à l'époque. Et ça a été la première chose. D'abord, pour la simplification, deuxièmement, pour l'efficacité. Et troisièmement, quelque chose que je partage avec Éric, c'est évidemment l'économie et l'accompagnement qui est fait aux collectivités. On a réussi à générer 20 000 € d'économies par an depuis 2014 sur le simple fait de pouvoir récupérer et dématérialiser les convocations conseils municipaux. On voit une simplification, une dématérialisation et un accès simplifié, parce qu'il y a quand même dans le numérique l'idée que ça doit alléger, simplifier, réduire nos déplacements. Est-ce que c'est ça l'esprit finalement lorsqu'on dit qu'une mairie dématérialise et numérise? Oui, et j'irai au-delà. Il ne s'agit pas simplement de remplir des armoires numériques. C'est utiliser des services qui jusqu'à présent n'étaient pas disponibles. Une ville a des centres de données parfois, avec des moyens qui sont contraints, on le sait actuellement, la période est plus difficile. Utiliser la puissance du cloud AWS, c'est avoir accès à un catalogue de 200 services, des services d'intelligence artificielle, des services d'analyse de données, qui sont extrêmement coûteux, mais le fait de la mutualisation du cloud nous permet de les mettre à disposition de toutes les collectivités, de construire du coup de meilleurs services publics. On voit le coût quand même, Carl Olive. Là, je me tourne vers celui qui fut maire. Aujourd'hui, on voit que les enjeux se passent quand même sur les agglos, les comcom, les territoires, pour des raisons de coût d'ailleurs. Il faut mutualiser ces sujets-là.
Oui, alors il ne faut pas mutualiser à n'importe quel prix non plus, hein. Moi, je suis pour une mutualisation à taille humaine et raisonnable, hein. Si c'est pour se voir déposséder un certain nombre d'outils, ce n'est pas la peine. En revanche, je rejoins ce que dit Eric à l'instant. D'abord sur l'efficacité du produit qui est proposé, ensuite sur la génération d'économie qui est accompagnée, et aussi sur la sécurité qui est mise en place. Absolument. Et une anecdote très pragmatique. On a eu le Covid, ce qui ne tue pas rend plus fort. Avant le Covid, avant le confinement, il n'y avait jamais de visioconférence, ou très peu entre collègues. Elles sont nées avec le confinement et elles sont nées depuis le Covid. Et d'ailleurs, sur les chaînes d'information, vous n'aviez jamais d'invités de maires, de professionnels à l'époque de santé. C'est venu avec le Covid. Et c'est vrai que le fait de pouvoir faire des visioconférences, donc de numériser un certain nombre d'activités au quotidien, ont entraîné une efficacité, de l'économie. Oui. Après, Et de la sobriété énergétique au passage. alors, hein. évidemment, Eh oui. si on parle de transition écologique Eh et oui. d'empreinte carbone, évidemment, c'est QFD. Il ne faut pas non plus enlever quand même l'humain au cœur des organisations, mais à telle enseigne que, typiquement à Poissy, on a décidé que 2020-2026, après 2014, dématérialisation je le disais tout à l'heure, des invitations au conseil municipal, on ferait 100% des services dématérialisés pour 2026. Donc on voit bien que tout ça est enclenché. Il faut que nous soyons vigilants. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et c'est vrai que quand on parle de finances, d'économie, d'efficacité et de sécurité, c'est vrai que ce qui est proposé est plutôt très intéressant. J'ai 3 questions. Ça, c'est typiquement un journaliste qui fait ça. Je vous mets 3 questions. La première, c'est la difficulté d'accès des personnes âgées ou de ceux qui ne sont pas aguerris au numérique. Ça, c'est un vrai sujet pour les élus qui reçoivent des personnes qui vous disent « Vous m'avez envoyé le document sur Internet, mais moi, je ne sais pas comment l'ouvrir, ça ne marche pas. » Et versus, on a aussi, pour un élu, l'idée qu'il va faire des économies et qu'il va réduire sa facture parce que plus de déplacements en voiture. C'est compliqué, cette espèce de grand écart-là. Il y a la tentation et puis il y a l'idée de rester connecté quand même avec les élus et avec ses administrés. Vous avez raison, c'est un grand écart. Mais je vais vous donner un exemple qui est assez personnel. J'ai une maman qui est handicapée, qui a 82 ans aujourd'hui, qui a un assistant vocal qui est celui d'Amazon qui s'appelle Alexa. Et depuis son lit, elle est capable de piloter entièrement son appartement. Elle ne veut pas aller en EHPAD, pas pour l'instant. D'accord ? Elle veut rester chez elle. Et donc, elle est capable de piloter la lumière, de piloter le chauffage, de piloter les volets roulants, sans avoir à se déplacer. Donc aussi, pour nos seniors, le numérique est un avantage. Je repose ma question peut-être plus précisément. Est-ce qu'il ne faut pas un peu de pédagogie, d'accompagnement, c'est-à-dire mettre de l'humain en plus pour dire on va vers la numérisation, mais on va vous accompagner. Et ça, ce sont les élus locaux qui sont interpellés. Exactement. Et croyez pas si bien dire, on a mis en place, notamment à Poissy, et moi je suis heureux de pouvoir le partager ici au Salon des maires, parce qu'on est dans des échanges de bons procédés, un guichet unique pour les aînés. Qui est en fait un endroit où vous rentrez et vous dites je dois faire un voyage, je dois épargner, j'ai un deuil, j'ai une naissance, j'ai des cours d'informatique à prendre, où je peux aller. Bienvenue, vous êtes chez vous ici, on va vous donner des cours d'informatique. Donc on va vulgariser le message adossé à la numérisation que l'on peut faire. Et pour répondre et compléter plutôt ce que disait Eric à juste titre, à l'accueil de l'hôtel de ville, pour les personnes sourds et malentendants, on a mis en place un accueil informatique qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient à l'accueil de l'hôtel de ville, avec ce moyen numérisé, peut avoir une réponse à ces questions de problématiques de services publics de proximité. Ça n'a pas de prix parce que ces personnes-là, globalement auparavant, elles ne se déplaçaient pas. Un petit mot pour compléter, c'est intéressant de travailler la main dans la main avec les élus. Qu'est-ce qu'ils vous demandent en priorité là, dans la période dans laquelle nous sommes, avec une augmentation des coûts de l'énergie, qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Nous, ce qu'on voit, c'est les 3 enjeux majeurs, les finances. Et le cloud permet de répondre à cet enjeu. On n'est plus en train de dépenser des investissements et de surdimensionner des infrastructures pour répondre aux besoins des services publics. On ne consomme et on ne paye que ce que l'on utilise. Le deuxième enjeu, c'est l'efficacité énergétique qui a un impact également, bien sûr, sur les finances. On est 5 fois plus éco-responsable en utilisant le cloud AWS qu'à travers ses propres services. Mais également, il y a tous les services innovants qui viennent derrière. Aujourd'hui, on voit des maires qui mettent en place des services de gestion du stationnement. 30% de l'émission de gaz carbone d'une voiture en environnement urbain, c'est sa recherche d'une place de stationnement.
Donc grâce au numérique, on est capable de faire tourner beaucoup plus rapidement les voitures sur les places de stationnement. C'est un exemple. Se garer plus vite. Je m'autorise, Carl Olive, parce que tout à l'heure vous avez dit dans le hall de Poissy, comme si vous étiez encore le maire. Je m'autorise ce clin d'œil. On sent quand même que ça vous démange. Non, faut pas comparer, vraiment, faut pas comparer parce que sinon on se désole. Mais la fonction de député de la nation est une fonction extraordinaire parce que la fabrication de la loi, le fait de pouvoir travailler justement, je discutais avec Monsieur Duval qui est le PDG de la société sur des enjeux sur Amazon, le fait qu'Amazon soit taxé, on peut se poser la bonne question de savoir pourquoi aujourd'hui Amazon est taxé quand ils ont des commandes de livres qui sont faites, et notamment je pense aux zones rurales. La plus grande bibliothèque. C'est la plus grande bibliothèque. Ça, oui. Le fait d'avoir été maire est très complémentaire aujourd'hui quand vous êtes député. Après, il faut se donner les moyens de ses ambitions par rapport à ce que disait Eric à l'instant. On a recruté un chargé de déploiement numérique et de transformation numérique à l'hôtel de ville de Poissy parce que ça me paraît important. Il faut toujours être dans la pédagogie, sinon imposer les choses, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment qu'on soit dans l'accompagnement. Je pense qu'aujourd'hui, on a un savoir-faire en France qui est exceptionnel. On pêche plus dans le faire savoir et là on a des progrès à faire sur le sujet. Éric Janvier-Richard, c'est important. Je reviens, il y a les grandes villes, des villes moyennes qui ont la puissance financière, puis il y a des petites villes qui vous disent nous on aimerait bien aussi, mais nos moyens sont contraints, c'est compliqué. Comment vous les accompagnez? Quels conseils vous leur donnez? On mutualise, on travaille avec plusieurs communes. Il y a eu ce grand débat, il fallait réunir les communes entre elles pour essayer de réduire le nombre de communes françaises. Vous vous rappelez de ce débat? Comment on fait pour permettre finalement une sorte de démocratisation de ces outils? Alors c'est justement la magie du cloud. Aujourd'hui, n'importe qui, vous, moi, la boucherie sans eau, la plus petite ville ou la plus grande collectivité, a accès de la même manière au même service, au même prix. Donc il n'y a pas de pénalité à être petit ou à être gros pour pouvoir accéder à cette capacité de service. J'insisterai sur un point, la sécurité. Aujourd'hui, on le voit dans les collectivités. Donc les data. Pardon? Nos data. La sécurité informatique, nos données, bien sûr, nos données, les données personnelles. Mais on a vu qu'il y a des collectivités ont été paralysées récemment par des ransomware. Bien sûr. L'une des capacités recherchées aujourd'hui par les collectivités, c'est de dupliquer leurs données chez nous, dormantes, pour pouvoir reprendre leur activité si jamais elles sont attaquées. Grâce au cloud. Grâce au cloud, bien sûr. Les attaques et la gestion des data, il y a un débat de citoyens là, qui touche les citoyens qui disent ce sont nos informations que l'on donne. C'est important, ça, que le législateur s'y intéresse aussi. Oui, c'est important que le législateur s'y intéresse. Moi, ce que je souhaite, c'est que le législateur aussi n'emmerde pas les Français, parce qu'ils n'ont pas besoin de ça actuellement. Ça, c'est le premier message que je veux aussi faire passer sur votre plateau. Le deuxième message, c'est que dans l'accompagnement, on a aussi des puissances territoriales qui sont capables d'apporter aussi leur écho, leur rebol. Je pense au département. Moi, je viens des Yvelines. Le département des Yvelines investit beaucoup sur la numérisation avec un syndicat Yvelines numérique. Le département, il a la compétence des collèges. On offre des tablettes numériques aux élèves et aux enseignants. Et les enseignants, il faut les former sur le sujet. Le Conseil régional d'Île-de-France fait la même chose pour les lycées. Donc on voit bien que tout cela, on doit chacun travailler ensemble, pas les uns à côté des autres, pas chacun dans son couloir, mais travailler ensemble. Et pour travailler ensemble, il faut se rencontrer. Donc c'est la belle opportunité de pouvoir le faire. Éric Janvier-Richard, l'avenir, vous le voyez comment? Il sera numérique? Il est déjà numérique. Il le sera de plus en plus. On n'arrête pas le train de l'innovation. Et on le voit aujourd'hui sur un salon des maires qui est extrêmement riche, avec un nombre d'exposants, je pense, qui est, dans le numérique en tout cas, qui n'a jamais été aussi important. Et je vois surtout l'appétit de l'ensemble de nos élus pour le sujet. Carl Olive, vous aurez le dernier mot. L'ancien maire, le local de l'étape. L'avenir sera numérique si et seulement si l'humain reste au cœur de nos organisations. Vous nous dites, Carl Olive, que c'est un outil, ce n'est pas une finalité. Exactement. On est d'accord. Il faut que ça reste un outil au service des Français. Voilà, c'est servir et pas se servir. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Entièrement d'accord. C'est un outil. C'est un outil indispensable, c'est un outil qui doit être sécurisé, c'est un outil qui doit permettre d'avoir des bénéfices à l'intention du citoyen, à l'intention des entreprises, mais ça reste bien évidemment un outil.
Merci à vous deux, messieurs, de nous avoir éclairés sur vos engagements, vos ambitions. Merci à vous, Éric Janvier-Richard. Vous êtes directeur secteur public France et Benelux pour AWS, décidément. Et merci à Carl Oli, vous êtes le député de la 12e des Yvelines. Et on l'aura compris, ancien maire de Poissy, ville que vous aimez tant. Merci à vous. Merci de suivre nos programmes, évidemment, ici en immersion, porte de Versailles, au Salon des maires. Merci à vous et à très bientôt.